Bonjour à toutes et à tous. À la demande générale, je fais une vidéo aujourd'hui sur le combat total, sur le combat crépusculaire qui oppose les droits tardés, défendus politiquement par Éric Zemmour et sur le plan médiatique par Gilles-William Goldnadel, et les, on va dire les islamo-gauchistes ou la gauchiasse défendue politiquement par Jean-Luc le millionnaire, Jean-Luc Mélenchon, et idéologiquement par le très grand Alain Soral, bien évidemment. Dans un premier temps, je serais tenté de dire Alain Soral a raison. Il faut défendre la liberté d'expression, il faut condamner toute censure qui le frappe et qui a frappé ainsi le très grand Hervé Ryssen, qui a frappé également Boualem Sansal. Et là, on a vu effectivement sur CNews ou d'autres médias des personnages comme Goldnadel défendre Boualem Sansal et ne pas défendre la liberté d'expression lorsqu'il s'agit d'Alain Soral ou lorsqu'il s'agit d'Hervé Ryssen, lorsqu'il s'agit également de l'ami Dieudonné. Moi, je défends la liberté d'expression sans limite. Je défends l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Étant donné qu'il n'y a pas de préjudice matériel lorsque l'on tient des propos, y compris lorsqu'il s'agit d'apologie de régime ou d'apologie éventuellement de crime, eh bien moi je pense qu'il faut défendre la liberté d'expression sans limite. C'est la position de Dieudonné, c'est la position, je pense, de toi, Alain Soral, et ce n'est pas celle d'un certain nombre d'intervenants comme Goldnadel. C'est le reproche que l'on pourrait lui faire. Et je te donne donc raison sur ce point. Alors je ne veux pas évoquer dans cette vidéo la question sioniste parce que je m'intéresse principalement au débat politique et idéologique qui se déroule en Europe et qui se déroule en France en particulier, sachant que les Juifs qui ne résident pas en Israël ne sont par définition pas sionistes. La moitié des Juifs dans le monde ne résident pas en Israël, que ce soit les Juifs américains ou les Juifs qui résident en Europe, essentiellement en France, parce qu'il n'y a pratiquement plus de Juifs en Europe. Les derniers Juifs qui en Europe, ils sont en France. Ils sont essentiellement issus de la communauté juive d'Afrique du Nord qui est venue en 1962. Donc ces Juifs qui sont pas en Israël, ne sont pas spécialement sionistes, puisqu'ils ne résident pas en Israël, et même les Juifs israéliens ne sont très majoritairement pas sionistes, puisque seuls les véritables sionistes vivent dans les territoires palestiniens, territoires qui sont conquis illégalement, même vis-à-vis de la législation israélienne, du droit israélien, et ensuite qui sont régularisés, c'est de la politique. Donc je ne rentre pas dans ce débat, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution idéologique d'un certain nombre d'intervenants de la communauté juive plus ou moins organisée. Dans les années 70-80, la plupart des philosophes ou des penseurs juifs comme André Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann, comme Alain Finkielkraut, comme Bernard-Henri Lévy, comme Serge Klarsfeld, avaient tendance à défendre plutôt une conquête arabo-musulmane de la France et de l'Europe, et trouvaient ça formidable. C'était l'union sacrée, c'était la fusion des cultures. Bon, ça, c'était les années 70-80. Depuis, beaucoup ont évolué sur cette question. Bernard-Henri Lévy a quelque peu évolué. Alain Finkielkraut a complètement changé son fusil d'épaule. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la majorité des intervenants de la communauté juive, ou organisée ou pas organisée, défendent l'idée que l'invasion arabo-musulmane de la France et de l'Europe est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les Français, et c'est une catastrophe pour les Juifs, même en particulier, puisqu'ils sont très souvent ciblés par les vagues d'attentats et par la délinquance et par les islamo-racailles, bien évidemment. Donc, ils ont évolué sur ce sujet. Et moi, ce qui me dérange dans ton positionnement, mon cher Alain Soral, car je m'adresse directement à toi, sachant qu'il est difficile d'avoir un débat contradictoire, équilibré avec toi, ce qui me gêne, c'est que tu critiques effectivement ces élites juives qui défendaient l'invasion musulmane il y a 30 ou 40 ans, et tu les critiques aussi lorsqu'ils, on va dire, défendent la question de la remigration, même s'ils le disent pas comme ça, mais pour aller vite, on va dire, c'est la remigration. Donc en fait, quelle que soit la posture de ces élites, eh bien, elle est critiquable. Donc que les Juifs disent blanc ou noir, ils ont tort dans tous les cas de figure. Et ça me fait penser à la critique qui était mise à l'égard des Blancs par les islamo-gauchistes, par les islamo-racailles, par la gauchiasse. C'est-à-dire que lorsque le blanc est colonialiste et qu'il va en Afrique ou en Asie porter des colonies, il a tort.
Et quand il est lui-même colonisé et qu'il doit se défendre, il a également tort. Donc quand il est anticolonialiste, ce qui est mon cas, moi je pense que les Blancs n'auraient jamais dû aller coloniser l'Afrique, ça a fait la fortune de quelques coloniaux, mais ça a fait la ruine des pays européens, ça a été prouvé et avéré, donc on n'aurait jamais dû y mettre les pieds, mais aujourd'hui nous sommes des anticoloniaux sur notre propre continent. Donc dans tous les cas de figure, les Blancs ont tort. Et donc les Juifs ont tort dans tous les cas, qu'ils soient sionistes ou antisionistes, ils ont tort dans tous les cas, qu'ils soient pro-immigration ou anti-immigration, et puis les Blancs, ils ont tort qu'ils soient colonialistes ou qu'ils soient anticolonialistes. Et par contre, les Noirs ou les Arabes ou les Arabo-musulmans, ils ont raison dans tous les cas de figure. Quand ils se battent contre la colonisation de leur pays, ben, ils ont raison, et je pense que oui, ils ont raison. Et quand ils sont en conquête de l'Europe ou de l'Occident, ils ont également raison, de ton point de vue, mon cher Alain Soral. La question est, est-ce que cela est juste ? Est-ce que c'est juste de dire que les Juifs ont tort dans tous les cas de figure, que les Blancs ont tort dans tous les cas de figure, et que les Arabo-musulmans ou les Noirs ont raison dans tous les cas de figure ? Est-ce que cela est juste ? Et c'est une question politique fondamentale, puisque faire de la politique, c'est aspirer à exercer tôt ou tard une magistrature, d'être en position effectivement de trancher des sujets éminemment complexe et non pas strictement juridique, mais c'est une question de justice économique et de justice sociale et de justice civilisationnelle. Et donc il est important pour tout acteur de la vie politique, qu'il soit élu ou non élu, ou aspirant à exercer des responsabilités ou une influence quelconque, d'être juste. Donc la question de la justice, elle se pose. Je pense qu'il est particulièrement injuste de dire que les Juifs ont tort dans tous les cas de figure, de dire que les Blancs ont tort dans tous les cas de figure, et de dire que les racisés, on va dire, ou les arabo-musulmans ont raison dans tous les cas de figure. C'est profondément injuste. Et je fais le lien de cette injustice avec ton parcours personnel, mon cher Alain Soral, puisque tu viens du Parti communiste. Donc déjà, pour adhérer au Parti communiste dans les années 70, c'est déjà preuve que tu avais une certaine appétence, on va dire, pour le totalitarisme et la dictature, parce que je peux comprendre qu'un ouvrier ait adhéré au Parti communiste dans les années 20, dans les années 1920 ou 1930, un ouvrier des mines ou de la sidérurgie, mais toi qui étais effectivement issu de la petite bourgeoisie déclassée, que tu viennes au Parti communiste, c'est quand même, c'était pour des raisons, non pas pour des raisons sociales, mais pour des raisons personnelles on va dire, d'admiration pour ce totalitarisme soviétique. C'est comme ça que je l'interprète, et c'est comme ça que j'interprète ta position pro-Poutine aujourd'hui. Sur un autre sujet, est également ta position on va dire pro-Algérie et assez favorable au Hamas ou au Hezbollah ou à ce type d'organisation, puisque tu te vantes d'avoir rencontré des cadres du Hezbollah au Liban ou en Syrie, enfin un petit peu comme Dieudonné, qui se vante aussi d'être allé en Syrie et d'être allé en Iran et d'avoir été reçu avec son rond de serviette en Iran. Donc il y a quand même une certaine appétence pour toi pour le totalitarisme, ce qui explique effectivement cette posture relativement injuste. Moi je pense que tu es un petit peu comme Marcel Déat et Jacques Doriot dans les années 30, dans les années 40, dans les années 30 qui étaient des communistes et des socialistes très antifascistes et très anti-hitlériens et qui sont devenus, après la défaite de la France en juin 1940, particulièrement pro-hitlériens et qui ont défendu la posture un petit peu égalité-réconciliation de l'époque. C'est-à-dire que les Allemands ont gagné la guerre, c'est fait, c'est fini, c'est plié, donc il faut maintenant faire l'égalitarisme. Égalitarisme, ça veut dire totalitarisme, parce que, je te rappelle le mantra, là où il y a l'égalité, il n'y a pas de liberté, et là où il y a la liberté, il n'y a pas d'égalité. Donc dire l'égalité, ça veut dire absence de liberté, c'est ce que ça veut dire, en langage communiste traduit, et réconciliation, là on est dans un mensonge profond, puisqu'il n'y a jamais eu d'association entre la France des années 30 et Adolf Hitler, donc il n'y a pas besoin de se réconcilier dans les années 40, et de même qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'association entre l'islam et le monde arabo-musulman et l'Occident, ou de volonté de la part des peuples occidentaux d'être colonisés par les peuples arabo-musulmans. C'était une volonté de la part de nos élites politiques qui ont trahi les De Gaulle, les Giscard, les Chirac, les Mitterrand et compagnie, mais ce n'est pas une volonté de la part des peuples. Donc il n'y a jamais eu de conciliation, donc il ne peut pas y avoir de réconciliation. Voilà, donc il y a un mensonge dans la réconciliation. Donc en fait, réconciliation, c'est un pratique à la soumission, en réalité. Donc mon cher Alain, tu te dis patriote, mais la patrie, c'est la terre des pères.
Donc tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, comme les miens, étaient des blancs européens. Ils n'ont jamais été arabo-musulmans. Ils ne sont pas. Tu ne peux pas être salafiste. Salaf, ce sont les ancêtres en arabe. Tes ancêtres n'appartiennent pas à cet horizon culturel. Et en fait, le fait de, comme pour Doriot et Déa dans les années 40, aujourd'hui, le fait de taper sur les juifs, c'est une façon un petit peu lâche, et même complètement lâche, de ne pas taper sur les envahisseurs. C'était une façon pour Doriot et Déa de ne pas taper sur les Allemands qui occupaient la France, et dire, mais derrière le problème allemand, il y a un problème encore plus important, qui est une conspiration juive. Et aujourd'hui, où le pays, effectivement, est envahi par des populations arabo-musulmanes, par volonté politique de nos politiques qui ont trahi, eh bien, non, il ne faut pas il ne faut pas parler de remigration. Il faut par contre taper sur les élites juives qui ont tort dans tous les cas de figure. Voilà, donc on est un petit peu dans la logique sud-africaine one Jew, one bullet. Tu connais cette logique-là, un juif, une balle, qui est né donc dans le cône sud de l'Afrique. Or, en Afrique du Sud, il y a très peu de blancs de manière générale, et il y a encore moins de juifs. Donc, one Jew, one bullet, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les Noirs lancent ce slogan d'appel au meurtre de juifs, en réalité, c'est une façon d'appeler au meurtre des blancs. Le juif étant un petit peu le canari dans la mine. Et ce qui explique aussi pourquoi les droits tardés aujourd'hui sont dans le même camp que les Goldanel, que les Zemmour ou que les Elisabeth Lévy et autres, parce qu'effectivement, ils sont stigmatisés comme ayant toujours tort, quelle que soit leur posture politique, lorsqu'ils défendent leur vie, leur identité, et encore une fois, je rappelle que Golnadel défend l'identité française. Moi, franchement, j'ai du mal à voir ce qu'on peut lui reprocher sur le plan idéologique. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est lui faire un procès d'intention, et dire qu'il a un échiquier diabolique et que derrière cette posture pro-France et pro-société conservatrice française, eh bien, il y a un agenda et il est, on va dire, frappé par le syndrome du double standard ou de la double allégeance. Double allégeance, tout cela est effectivement, ça reste à prouver en réalité. Et puis, quid de la double allégeance des arabo-musulmans ? Voilà. Qui pose effectivement un problème supplémentaire, puisqu'on a les juifs existent en France sont présents en France depuis 2000 ans, et en 2000 ans, il n'y a pas eu beaucoup de décapitations de juifs de chrétiens par des juifs dans des églises. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a même pas eu du tout en 2000 ans, ni en France, ni d'ailleurs ailleurs en Europe. C'est un constat. Il n'y a pas beaucoup eu d'attentats contre des populations non juives au nom de Yahvé Akbar, ou au nom de Moïse Akbar. Alors que depuis 2012, il y a eu 270 attentats et tués en France au nom de Allahu Akbar. Donc ça, c'est un constat comptable, tout simplement. Donc effectivement, il n'y a pas photo. Pourquoi les droits tardés ont plutôt tendance à défendre la ligne Golnadel et autres, et être solidaire de ces juifs patriotes qui défendent la civilisation française, parce que objectivement dans le passé, le judaïsme ou la communauté juive n'a pas posé outre mesure de problème en France. C'est un constat. Là, je suis pas en train de faire une analyse, une prospective, et je pense qu'il faut surtout pas justement se lancer dans des prospectives hasardeuses de type il y a une conspiration, référence, protocole des sages de Sion et autres. Il ne faut pas tomber là-dedans, et mon cher Alain, tu ne tombes pas non plus là-dedans. Je ne dis pas que tu te réfères au protocole des sages de Sion, qui est un faux, mais cela dit, ton attitude qui consiste à systématiquement condamner les juifs est troublante et profondément injuste, et ton attitude qui consiste à ne pas voir la réalité de l'islam, parce qu'il suffit de lire le Coran, sourate 4, verset 89, il faut tuer les associateurs. Les associateurs, tuez-les. Les associateurs, ce sont ceux qui associent le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est très clairement dit dans le Coran, sourate 4, verset 89. Et je te rappelle que dans le monde, tu as 250 millions de chrétiens qui sont menacés dans les pays arabo-musulmans. C'est une réalité du monde d'aujourd'hui, de 2025. Voilà. De même que dans la sourate 4, verset 111, sourate 9, verset 111, tu as les arabo-musulmans ou les musulmans pratiquants ont le commandement d'Allah de tuer et se faire tuer. C'est bien marqué, tuer et se faire tuer. Donc c'est quand même, l'islam aujourd'hui est objectivement la seule religion au monde. C'est pas le cas du bouddhisme, c'est pas le cas du shintoïsme, c'est pas le cas de la scientologie, c'est pas le cas des témoins de Jéhovah, c'est pas le cas du judaïsme, c'est pas le cas du christianisme, qui appellent au meurtre et qui exécutent un certain nombre d'attentats et de meurtres. Et je rappelle que d'ailleurs beaucoup de tués dans le cadre des applications du Coran,
de la loi coranique sont eux-mêmes des arabo-musulmans. Les premières victimes même sont des musulmans. C'est une réalité. Et ça, cette réalité-là, tu ne veux pas la voir. Et tu tapes sur les juifs. Voilà, un petit peu comme Doriot et Déa tapaient sur les juifs pour pas voir que les Allemands, c'était les Allemands qui violaient la France quand même, et qui pillaient la France à l'époque. Alors moi, je comprends ta posture politique, dans le sens où effectivement, égalité-réconciliation, c'est une sorte de néo-communisme, et c'est vrai que dans le cadre d'un régime communiste ou d'un régime de type poutinien, parce que finalement Poutine est l'héritier du RSS, l'arabo-musulman, il est contraint d'obéir à la loi totalitaire de la dictature ou de la tyrannie en place, de la tyrannie communiste ou post-communiste, et dans ce cas-là, effectivement, il ne déborde pas et il ne va pas commettre des crimes et des atrocités. Mais le régime communiste, ou l'économie socialiste, ou l'économie communiste, n'est pas viable en réalité. Donc en fait, tu défends une utopie qui a d'ores et déjà échoué, et qui ne peut pas réussir à l'avenir. Donc pour résumer, tu es injuste lorsque tu dis que tous les juifs ont tort dans tous les cas de figure, que les blancs ont tort dans tous les cas de figure, que les arabo-musulmans ont raison dans tous les cas de figure, et que le communisme va régler le problème dans le cadre d'une dictature à égalité-réconciliation qui permettrait effectivement à un islam de France d'exister et de perdurer, jusqu'à ce que le régime communiste s'effondre. Conclusion, pour qu'une révolution réussisse, elle doit être fondamentalement juste. Elle ne peut pas s'appuyer sur le communisme, elle ne peut pas s'appuyer sur l'islam. Après, on a le droit de critiquer le judaïsme, on a le droit de critiquer les juifs, on a le droit de pas aimer les juifs. Moi, dans mes livres, j'ai largement critiqué effectivement le phénomène, le judaïsme, le talmudisme, comme j'ai critiqué le christianisme, mais comme j'ai critiqué aussi l'islam. Il faut faire une critique générale et globale, et faire aussi regarder l'histoire, les crimes qui ont été commis, les crimes qui n'ont pas été commis, ne pas faire de prospective en disant il y a une conspiration ou un échiquier diabolique manipulé par des Zemmour qui, d'ailleurs, entre parenthèses, politiquement a échoué, parce qu'aujourd'hui son parti politique est en train de s'écrouler dans les sondages, il est crédité d'1 ou 2% d'intention de vote aux prochaines législatives, donc c'est un échec total, ce qui prouve que la mainmise médiatique, que je ne conteste pas en France de la part de la communauté juive organisée, effectivement, il y a une surreprésentation de la communauté juive en France au niveau des médias, c'est une réalité. Maintenant, la question c'est, si demain la France devait voir tous ces juifs partir en Israël ou ailleurs, il n'y a plus de juifs en France demain. Est-ce que ça réglerait les problèmes de la dette? Est-ce que ça réglerait les problèmes d'insécurité? Est-ce que ça réglerait les problèmes, l'impossibilité de l'éducation nationale ou de la justice de fonctionner, ou de l'hôpital? Ça ne réglerait finalement strictement aucun problème. Toi, tu ne verrais plus d'Hanouna ou de Michel Drucker sur les plateaux de télévision, mais ça ne réglerait aucun problème. Par contre, si demain, lorsque nous aurons une remigration, et la remigration, c'est simplement arrêter de donner des subventions aux populations qui débarquent à hauteur de 500 000 migrants par an, je le rappelle, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, on donne 500 000 titres de séjour par an, et sans compter les clandestins qui viennent et qui ne repartent pas. Si on arrête de donner du fric à ces gens-là, si on arrête de les subventionner, eh bien il y aura une remigration massive et immédiate, parce que ces gens-là ne viennent pas en France et en Europe pour vivre comme des clochards, ils viennent pour vivre du social, ils viennent pas non plus pour travailler, parce que de toute façon il n'y a pas de travail, et surtout pas de travail pour eux. Donc la remigration, c'est simplement couper le robinet des subventions. Le jour effectivement nous aurons une remigration totale, je pense que beaucoup de problèmes en matière de sécurité, mais aussi en matière de fonctionnement des services publics, seront très largement améliorés. Donc ne nous trompons pas de cible. Voilà la position, on va dire, d'un droit tardé, puisque finalement je me mets dans la catégorie des droits tardés, bien évidemment, parce qu'il faut choisir son camp. Soit tu es dans le camp de la gauchiasse, soit tu es dans le camp des droits tardés. Bon, toi, tu as choisi ton camp. Le camp du totalitarisme, le camp de Poutine, bon après c'est ta liberté, il n'y a pas de sujet. Le camp du Hezbollah, voilà, admirateur du Hezbollah, soumission, égalité, réconciliation, c'est-à-dire totalitarisme et soumission à la loi d'Allah. Mais je te rappellerai que lorsque les arabo-musulmans prennent le pouvoir et lorsque l'on applique véritablement la charia, les premières victimes sont les gauchistes. Je te rappelle l'attentat de Charlie Hebdo, je te rappelle l'attentat du Bataclan, etc. On va frapper plutôt la jeunesse de gauche ou la presse de gauche, ou particulièrement gauchiste. Ce sont les premières victimes en application strictement du Coran d'ailleurs, puisqu'il faut tuer les mécréants. Tuer les mécréants est une obligation coranique, et les mécréants sont les athées et sont les gauchistes. Donc tu serais toi aussi une des premières victimes de la dictature, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.